Je m'appelle Nina Hollande, je travaille pour Corporate Europe Observatory. Nous sommes un groupe de recherche et d'action, donc des chercheurs militants basés ici à Bruxelles. Nous travaillons autour de l'influence des multinationales, des entreprises au niveau bruxelloise, donc au niveau des décisions prises ici au sein de l'Union européenne, mais aussi sur d'autres niveaux, par exemple le niveau national ou international. Et on fait ça dans différents secteurs. Donc moi, je m'occupe un peu de l'industrie agroalimentaire, disons, mais il y a aussi des collègues qui travaillent sur l'influence des banques ou les pétroliers. Et on fait ça très souvent en coalition avec d'autres ONG, avec des syndicats, des scientifiques. Donc on travaille beaucoup avec plein d'autres acteurs. Donc c'est la situation, comme vous avez déjà expliqué un petit peu, c'est assez grave. On peut constater une vraie intégration de l'influence de l'industrie dans la prise de décision ici à Bruxelles. C'est un accès privilégié, systématiquement donné par les institutions. Donc, on ne fait pas ce boulot-là pour vous déprimer. On fait ça parce qu'on pense que c'est un très important aspect. C'est une contribution à l'analyse des problèmes qu'on face aujourd'hui sur plein de niveaux. On appelle ça aussi la capture réglementaire. Donc, ça veut dire les entreprises régulées qui prennent contrôle de leurs régulateurs. Et ça, on voit très clairement dans le cas de sucre et les entreprises agroalimentaires. Donc, juste pour vous donner une petite idée, à Bruxelles, on estime qu'il y a environ 25 000 lobbyistes qui travaillent ici tous les journées. La plupart de ce nombre travaillent pour l'industrie. Et on ne peut pas avoir un vrai nombre parce qu'il n'y a pas un registre obligatoire comme il y a aux États-Unis. Il y a juste un registre volontaire. Donc, on dépend de la volonté des entreprises de se registrer et de mettre des chiffres fiables, ce qui n'est pas le cas. Donc, qui sont les... donc, c'est aussi un territoire, comme vous le savez bien. On est ici à Bruxelles. On a vu une énorme augmentation du nombre de bureaux de lobbying, d'abord autour de Rond-Point Schuman et puis de plus en plus vers le Parlement européen, le quartier autour de Square de Meuse. On organise régulièrement des lobby tours, des visites guidées où on mène des gens, des citoyennes engagés, intéressés pour découvrir ce monde-là. Donc, qui sont ces lobbyistes? D'abord, il y a les entreprises eux-mêmes. Donc, on a des centaines de bureaux de lobbying des grandes entreprises, les multinationales comme Coca-Cola, Danone, Kraft, etc. Mais eux, ils s'organisent par les fédérations industrielles. Donc, ça, c'est très important. Ici, il y a quelques-unes seulement qui ont un grand intérêt qu'on ne réglemente pas le sucre. Par exemple, les céréales de petit déjeuner, la nourriture de bébé, les biscuits, les boissons sucrées, les snacks. Donc, quand il y a un projet de loi, par exemple la nourriture pour bébé, ils se regroupent et ils fondent une fédération comme Specialized Nutrition Europe, juste pour mener ce combat-là. Après, il y a plein d'autres acteurs. Évidemment, il y a des cabinets de lobbying. Ce sont le mercenaire, disons, le spécialiste dans le lobbying qui proposent leurs services. Il y a des firmes juridiques internationales qui sont aussi des lobbyistes, mais ils se cachent derrière la confidentialité avec leurs clients pour ne pas se registrer dans le registre. Et après, il y a des think tanks. C'est clair que la population européenne n'est pas ici à Bruxelles.
n'est pas représentée. Donc il y a très peu de vrais débats publics. Et donc les think tanks, ils remplissent cette vide avec des débats et des conférences. Très important aussi, les plateformes Industry Science, comme par exemple le ILSI. Ce sont des organisations encore plus cachées qui proposent par exemple des méthodologies scientifiques aux experts des agences publiques ou aux académiques. Et finalement, c'est important de mentionner les médias. Les médias bruxellois, je veux dire pas vraiment à Bruxelles, mais Politico Europe ou Euractiv, les médias européens, disons, organisent très souvent des débats et des événements payés par l'industrie. Ils font vraiment un parti du lobbying eux-mêmes. Quelques exemples de stratégies, je ne peux pas les expliquer tous, mais quelques les plus principales, c'est répéter votre message. Donc, il ne faut pas juste faire le lobbying directement, mais aussi faire passer le message par tous les canaux possibles pour gagner de crédibilité et créer une illusion de consensus. Donc, ça peut être faire passer l'idée par un think tank, mais aussi créer une fausse association. Et ça, c'est une ancienne stratégie de l'industrie du tabac. Récemment, on a vu un exemple ici à Bruxelles. Il est apparu un nouveau défendeur des droits des consommateurs. Il s'appelle Consumer Choice Center, CCC. Et cette organisation est payée par les industries Koch des États-Unis. Et ils sont, par exemple, ils mènent en campagne les consommateurs pour le glyphosate, par exemple. Donc, c'est une fausse association qui donne l'impression d'être pour les droits de consommateurs, mais en fait, ils sont bien payés par l'industrie. D'autres exemples, c'est de soutenir financièrement des scientifiques, on en a écouté déjà, ou devenir un expert. Donc, la Commission européenne, quand il prépare un nouveau projet de loi, ils dépendent des groupes d'experts. Il y a environ 1000 groupes d'experts. Et parfois, plus de moitié des experts sont réellement des lobbyistes. Et c'est très important parce que c'est là où les premières esquisses des nouvelles lois sont écrites. Ça, c'est important. Aussi, selon BASF, c'est un graphique fait par eux-mêmes. À un côté horizontal, il y a le temps et à l'autre côté, l'impact du lobbying. Ils disent qu'il faut vraiment intervenir le plus tôt possible. Donc, on n'a pas bien fait, dit BASF, dans le cas de réglementation des pesticides. On est intervenu trop tard et donc notre impact était bas. Par contre, la réglementation des nanotechnologies, on a fait très bien, on a intervenu beaucoup plus tôt et du coup, on a une réglementation des nanotechnologies beaucoup plus faible. Il y a plein d'autres stratégies importantes. Vous connaissez tous les portes tournantes, les impacts économiques, des menaces avec une perte de job, ou très favorisées chez l'industrie agroalimentaire, c'est proposer des initiatives volontaires, des approches d'autorégulation, co-régulation, pour éviter de réglementation. Regardons un peu un exemple. Donc ça, c'est un dispositif de Coca-Cola qui a été révélé par DC Leaks il y a quelques années. À un côté, en bas, il y a la probabilité de se réaliser, et à l'autre côté, l'impact sur business. Et donc, ça, c'est vraiment les ressources financières disponibles à l'industrie qui permettent de mener un lobbying en continu à chaque étape du processus sur tous ces dossiers-là. Donc, ça veut dire, par exemple, il y a plein d'exemples autour de marketing vers les enfants. Il y a même une initiative, donc un de leurs soucis, c'est la définition d'un enfant. Ça, c'est déjà un thème. Il y a des restrictions concernant l'utilisation de plastique, le bisphénol A, protectionnisme contre les importations de sucre. Mais le plus
gros menaces, donc le plus probable et avec un grand impact sur le business. Donc là, en haut, vous trouverez les impôts nationaux. Donc les impôts nationaux sur le sucre ou sur des produits malsains. Donc la fiscalité n'est pas une compétence européenne. Donc il y a des États membres qui ont fait des projets de mettre un impôt sur le sucre ou sur les boissons. Et c'est ça les mesures les plus farouchement combattues par l'industrie. Donc par exemple, pendant longtemps, il y avait un impôt sur des boissons sucrées en Danemark pendant 80 ans. Et récemment, ça a été rejeté et ça a été annulé à cause du lobbying. Là, ce qui est très important, c'est les accords de libre-échange. On a vu en Mexique, quand le Mexique entra l'accord avec États-Unis et Canada, le NAFTA. Après, ils ont dû payer des dizaines de millions en amende parce qu'ils ont mis un impôt sur le sucre dérivé de maïs. Donc, la même chose, on pourrait attendre quand un pays européen impose une taxe sur, par exemple, les boissons sucrées. Quand on entre le TTIP ou le CETA, par exemple, on peut attendre on risque la même sorte de procès. La science, ça c'est pas la science, je voulais dire sur ça, oui. Donc les chiffres dans le registre ne sont pas fiables. Il y a aussi les dépenses des entreprises qui donnent un chiffre qui n'est pas vérifié, combien d'argent ils dépensent dans le lobbying. Coca-Cola dit qu'il dépense environ 300-400 000 par an, ici à Bruxelles. Mais quand on cherche pour Coca-Cola dans le registre, et ça c'est notre site LobbyFacts qui regroupe ces données, on trouve pas mal, toute une liste de boîtes de lobbying, donc Bursema Steller, Interel, puis des think tanks comme Transatlantic Policy Network et des fédérations industrielles, tout payé par Coca-Cola. Donc c'est sans doute beaucoup plus que 300 000 d'euros. On a parlé déjà un petit peu de détournement de la science. Nous, on a fait des années maintenant qu'on suit l'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments. Ils ont donné un avis sur le sucre en 2010 en disant qu'il n'y a pas que l'EFSA n'a pas pu établir une corrélation entre la consommation élevée du sucre et l'obésité. Ça a été très important pour l'industrie parce que chaque fois, ils étaient capables de dire, mais en fait, EFSA dit qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, il faut simplement faire beaucoup plus de sport ou il faut changer votre style de vie. Mais ce n'est pas la faute du sucre. Ça a été très, très important. L'OMS a virement opposé aussi cet avis de l'EFSA. Et quand on regarde le panel d'experts qui a proposé ça, on n'a trouvé que 2 personnes qui n'avaient pas de conflit d'intérêt avec l'industrie. Donc, surtout avec l'ILSI, 14 de 21 experts avaient un lien avec l'ILSI. Donc, c'est vraiment ça qu'on appelle la capture réglementaire. Quand les intérêts sont si mélangés, on ne peut pas attendre un avis indépendant de cette panel-là. Et en plus, ils se sont basés sur des recherches de l'industrie même. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que l'EFSA élabore actuellement un nouvel avis scientifique sur le sucre, après avoir reçu un mandat des 5 pays nordiques, donc la Suède, Danemark. Donc ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. J'avais quelques exemples récents du lobbying pour le sucre. Il y a eu la bataille autour de l'étiquetage alimentaire. Donc l'idée, c'était en Europe d'introduire ce système de feu tricolore
qui indiquent donc le rouge, le jaune et le vert pour indiquer clairement si un produit est sain ou malsain. Ça a été un des plus gros batailles de lobbying où la principale stratégie d'abord était donc de Food Drink Europe, une des principales fédérations, d'introduire leur propre système d'étiquetage volontaire et qui indiquait pas, qui indiquait juste les pourcentages, donc les quantités journalières indicatives. Donc il faut aller faire les courses avec un petit truc, un petit machine pour calculer combien manger de chaque produit. Donc, ils ont véhément opposé toute l'idée de ce système de feu tricolore. Il y a des pays comme Royaume-Uni, aussi la France, le Nutri-Score, qui ont essayé quand même de mettre en place ce système-là, mais en base de volonté. Et chaque fois, les entreprises se plaignent vers la Commission européenne pour dire que ça pourrait poser une barrière à la commerce. Donc ici, il y a... ça c'est sur les impôts encore. Donc ça, c'est un exemple de UNESDA, le lobby des boissons non alcoolisées, pour expliquer pourquoi les impôts sur le sucre ne sont pas effectifs. Ici en France, donc le Nutri-Score, en fait, c'est une image d'une investigation du Monde qui ont montré qu'en fait, en France, comme au sein de l'EFSA, le problème de conflit d'intérêts est aussi très gros. C'est un comité qui a supervisé une étude pour cette Nutri-Score. Et voilà tous les liens. À côté droite, les différentes couleurs correspondent à différentes entreprises. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a que aussi au niveau national, le conflit d'intérêts et le lobbying, c'est un très grand problème. J'ai parlé déjà un peu de la réglementation de nourriture pour bébés. Donc, pour cette cause-là, l'industrie s'est regroupée à fonder cette plateforme Specialized Nutrition Europe, qui est organisée par Grayling, un des cabinets de lobbying. C'est comme ça que ça marche. Mais dans ce cas-là, donc la Commission avait proposé de poursuivre, de permettre à 30%, donc de permettre jusqu'à 30% de sucre dans les nourritures pour bébés moins de 6 mois. C'était complètement inacceptable et bien au-dessus des recommandations de l'OMS. Heureusement, en janvier 2016, le Parlement européen a complètement rejeté ce projet-là. Donc ça c'était un résultat plus positif. Finalement, l'accès privilégié que j'ai déjà mentionné, donc quand on a écrit notre rapport A Spoonful of Sugar, que vous trouverez quelques copies à l'extérieur, on a fait une demande d'accès à l'information au niveau du gouvernement néerlandais. On a trouvé des documents qui montrent que Food Drink Europe, avec chaque présidence d'un pays, donc tous les 6 mois, la présidence de l'Union européenne change d'un pays à l'autre, et Food Drink Europe organise une grande conférence, un dîner avec la ministre, avec des hauts fonctionnaires, déjà avant que la présidence commence, pour discuter l'agenda de cette prochaine mandat. Et pendant la présidence, il y a aussi quelques rencontres. Et dans ce cas-là, quand la présidence était à la Pays-Bas, ils ont discuté sur la reformulation volontaire. Donc Nestlé a expliqué au gouvernement, aux fonctionnaires néerlandais, comment eux, ils voudraient voir cette... Ils disent, oui, nous sommes très de bonne volonté, on va reformuler nos produits, autant que c'est volontaire et tant que ça n'affecte pas le goût du produit. Donc, en autres termes, comme ça, ils font tout pour éviter une vraie réglementation et ils ont vraiment un accès privilégié aux présidences de l'Union européenne. Donc, j'arrive un peu aux conclusions et quoi faire.
il ne faut pas être naïf. Hein, ce n'est pas facile de changer tout un système politique. L'homogénéité politique néolibérale est très forte ici à Bruxelles. C'est vraiment pas facile. Quand vous regardez un peu notre site, on propose quand même pas mal de recommandations, par exemple pour fermer les portes tournantes, pour éviter les conflits d'intérêts. Mais il y a vraiment un grand besoin d'une citoyenneté vigilante sur tous les niveaux. Et on fait aussi parfois des ateliers de training, comment faire de la recherche vous-même au niveau local, national. Il y a aussi des sites et des organisations en Allemagne, Lobby Control, l'Observatoire des multinationales en France, qui font un peu le même boulot que nous, mais au niveau national. Et ça, c'est aussi très important. Après, on revendique qu'il faut vraiment assurer que l'argent public qui va dans la recherche servira aussi les intérêts publics. Donc, casser un peu les partenariats publics-privés qui sont de plus en plus courants dans la recherche. Évidemment, non au TTP, CETA, etc. Ce qui est très intéressant, c'est l'exemple dans la Convention cadre de l'ONU anti-tabac. Il y a un article 5.3 qui pratiquement interdit l'interaction entre fonctionnaires et lobbyistes du tabac. Ça, c'est peut-être pas très connu, mais c'est un exemple, un précédent très important. Maintenant, on est impliqué dans une campagne pour répéter cette demande au sein des négociations sur le climat de l'ONU. Donc, de dire les pétroliers, ils n'ont rien à voir dans ces négociations-là. Et il y a des raisons pour dire pourquoi pas aussi exclure parfois l'industrie complètement d'un processus décisionnel, par exemple sur la santé. Et la dernière, c'est très intéressant, il y a un nouveau projet de loi proposé par la sénatrice Elizabeth Warren aux États-Unis, mettre fin au lobbying tel que nous le connaissons. Vous ne serez pas surprise qu'aux États-Unis, le lobbying est encore plus puissant qu'ici, ou pareil. Et cette proposition est beaucoup plus radicale que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et propose par exemple de mettre un impôt sur le lobbying excessif. Donc, si vous dépensez plus de 500 000 d'euros, on vous impose une taxe. Et l'argent va renforcer les institutions publiques, par exemple. Donc, je pense que c'est dans cette direction que je pense qu'il faut aller. Merci beaucoup.